Et coucou, bonjour tout le monde. Et bien aujourd'hui donc nouvelle vidéo concernant la GEMAPI. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc Olivier Villacroix, technicien de guerre au CNRD. Donc on va parler de la gestion des atterrissements. Et je vais essayer d'être bref en même temps d'avoir des échanges derrière, peut-être plus sur le terrain comme Nathalie disait. Voilà. Alors, petit rappel, ça a été rappelé par M. Crozier en début de réunion. Depuis le 1er janvier 2018, le syndicat a récupéré la compétence GEMAPI, donc gestion de l'eau, milieu aquatique, protection contre les inondations. Ce qui permet d'y voir un petit peu plus clair sur qui fait quoi au niveau de nos rivières. La conséquence de ça, c'est aussi l'obligation de la gestion des systèmes d'endiguement entrant dans le cadre du décret DIG. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais ça fait partie du PIB de GEMAPI. Voilà. Après, on a aussi eu en 2015 une étude géomorphologique de l'ensemble du bassin versant, sur laquelle on s'appuie aujourd'hui pour travailler, en fait, pour argumenter aussi nos actions en fonction de l'état des lieux qui a été fait et des préconisations qui sont sorties de cette étude. Et une des conclusions, enfin pas des conclusions, mais des sorties techniques de cette étude, ça a été de monter ce contrat monothématique qui nous lie avec nos financeurs, agences de l'eau et départements, sur des sujets comme la morphologie, donc on va en parler, gestion des atterrissements, le matelas alluvial sur le Bèze, la Salenne, le lac des Frédières, mais aussi la gestion des espèces invasives comme la renouée du Japon et la restauration de la continuité écologique qui a été évoquée juste avant. Cette petite carte pour vous montrer que la gestion des atterrissements sur la rivière Drôme, donc les atterrissements, je rappelle juste que c'est un endroit où les cailloux se déposent et forment de grandes plages liées à la dynamique de la rivière. Donc on voit là l'ensemble du bassin versant et pour l'instant, donc dans le cadre du contrat monothématique, on a tous ces secteurs-là à traiter. C'est en cours. C'est en cours. On a travaillé à l'automne dernier sur celui qui est plus à l'aval dans la réserve naturelle des Ramières. Donc là, on était dans un contexte entre les digues dans la réserve, donc avec des contraintes chantier environnementales fortes, et donc avec la nécessité de travailler en collaboration avec la réserve, avec tous les acteurs locaux, et ça s'est bien passé. Voilà. Pour parler de la végétation qui se développe sur ces atterrissements, de manière, encore une fois, synthétique, mais on pourra en parler des heures, ce qui se passe quand on a de la végétation qui pousse dans le lit d'une rivière, on a la diminution de la capacité hydraulique du lit, on a une augmentation de la rugosité, c'est-à-dire qu'on a la végétation qui va freiner les écoulements, et un écoulement qui est freiné, c'est un écoulement qui n'a plus d'énergie, donc le transport sédimentaire qu'évoquait Fabrice tout à l'heure continue de se faire, mais d'une manière différente, c'est-à-dire qu'il y a moins de vitesse, donc les éléments les plus lourds sont posés. Donc c'est juste pour expliquer l'aspect rugosité. Du coup, tout ça a pour conséquence d'avoir une surélévation de la ligne d'eau quand on a une crue qui se produit, et on a un risque de surverse ou éventuellement de rupture de digue en fonction de l'état de la digue, du contexte, etc., etc. Là, ce sont des généralités pour essayer de comprendre l'ensemble. Sur le risque érosion, on a une végétation qui pousse dans le lit, donc en fait on a un écoulement qui va se faire là où il y a un peu plus de place, donc on a une concentration des écoulements, une augmentation des vitesses et une incision du lit actif de la rivière. Donc un enfoncement du
Donc on a une augmentation des contraintes érosives, risque pour la stabilité des ouvrages. Et sur le fonctionnement hydromorphologique, la végétation qui pousse sur ces bancs de cailloux va fixer ces bancs de cailloux et va réduire la place, on va dire, latéralement du cours d'eau. Tout ça, donc on a une perte de dynamique des milieux et des habitats, mais il faut quand même préciser que tout ça, c'est dans un contexte anthropisé, c'est-à-dire dans lequel on a des enjeux, parce qu'en fait, un cours d'eau, un tas de cailloux qui se végétalisent, c'est complètement normal, complètement naturel, et c'est pas un problème pour la rivière. Donc là, on en parle parce qu'on est dans un contexte aménagé, avec beaucoup d'ouvrages, avec des contraintes latérales, et donc cette végétation nous pose problème, en fait. Si on ne fait rien, elle peut nous poser problème. C'est pour ça qu'on intervient. Juste rapidement, sur ce chantier, on a, je rappelais ça, c'était juste pour avoir 2-3 chiffres. Donc l'idée, c'est de broyer la végétation, de passer un bulle pour griffer les cailloux et décompacter le banc, pour que les crues d'automne et d'hiver, et là c'est le côté aléatoire de l'histoire, puissent remobiliser ces sédiments et qu'ils puissent transiter. Parce que comme le disait Fabrice tout à l'heure, le matelas sédimentaire, c'est quelque chose de très important dans une rivière. Comme plein d'autres paramètres, mais celui-là, en termes d'habitat, de fonctionnement du milieu, de refuge pour des espèces qui ont un rôle dans le nettoyage de l'eau, et aussi d'un point de vue mécanique, parce qu'un cours d'eau qui transporte des cailloux, c'est un cours d'eau qui dissipe son énergie. Donc c'est une énergie qui ne va pas dépenser à déstabiliser une pile de pont, une digue, des choses comme ça. Donc il faut essayer de faire l'exercice de lier quelque chose de dynamique, et à la fois lié à la protection de nos ouvrages, mais en même temps du fonctionnement du milieu. Et encore une fois, je le répète, un cours d'eau sauvage, près duquel il n'y a pas de digue, de route, de pont, d'école, etc., c'est un cours d'eau qu'on n'a a priori pas à gérer. Il se gère tout seul. Alors, dans ce projet, j'ai noté en bas qu'on conservait une bande de végétation au pied des digues, au pied des ouvrages, ce qui nous permet aussi de casser les vitesses en pied d'ouvrage. Donc ça a un rôle à la fois, c'est maintenir un corridor pour tout ce que ça demande d'un point de vue environnemental, mais en même temps, ça joue aussi un rôle de protection, cette végétation, en cassant les vitesses de l'eau en crue. Tout ça, ça a été dit aussi tout à l'heure, c'est cadré par la réglementation. Donc en fait, 2 points, là. Juste un sur en fait le 3.1.5.0 que vous voyez là, c'est du langage technique. En fait, c'est juste pour dire qu'on déclare nos travaux et ces dossiers sont instruits par la police de l'eau qui nous dit ok, vous faites ça, comme ça. Éventuellement, sur ce sujet-là, il faudrait peut-être faire autrement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est suivi et validé par arrêté préfectoral. On a une autorisation de démarrer les travaux. Et je rappelais juste que le défrichement dans le domaine public fluvial n'est pas concerné par les procédures de défrichement forestier donc sur cet espace-là. Donc là, les travaux sont autorisés et l'idée, c'est de pouvoir entamer les travaux là au plus tôt. Rapidement, c'est pour vous donner une idée aussi de ce qu'on peut faire dans ce type de dossier, des réunions préparatoires avec les services de l'État et les entreprises. J'aurais pu rajouter des réunions d'information aussi, c'est ce qui n'a pas été fait au printemps. Choix de la période la moins impactante pour le milieu et les espèces. Encore une fois, ça a été dit tout à l'heure, il n'y a pas de période parfaite. En fait, il y a une période la moins impactante, mais en fait, on a toujours un impact sur le milieu quand on intervient. Essayer de limiter la durée. Le déplacement des engins, c'est aussi quelque chose qui est suivi. L'état du matériel, enfin tout ça, ça fait partie des cahiers des charges aussi qu'on a avec les entreprises. Surveiller les conditions météo et la remise en état du site a posteriori. Alors là,
donc les engins dans la rivière. On a effectivement des impacts en phase travaux. Là, on est sur la suite de ce que je disais juste avant. Et en fait, on fait ce qu'on peut pour réduire ces impacts, notamment sur le choix des périodes d'intervention et sur ce que je disais juste avant, sur l'état des engins, les lieux de stockage, etc. Les zones anthropisées régulièrement remaniées et perturbées par les crues, si on a des travaux correctement réalisés, on pourra les comparer à ça sera équivalent au passage d'une crue en fait. Et l'idée c'est que la dynamique du cours d'eau post-travaux reprenne son cours et finalement qu'on retrouve un cours d'eau qu'on a pu voir, mais là-dessus on a la mémoire courte, après le passage d'une crue en fait. La dernière crue marquante, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais c'est 2003, même si l'année dernière on a eu un train de crues, on a eu 4-5, donc une 20 décembre qui a été quand même assez importante, pas du niveau de celle de 2003, mais qui a eu des effets qu'on peut voir sur le transport du caillou, sur l'état de la végétation et sur le fonctionnement du cours d'eau. Alors, très rapidement, parce que là je vous ai mis plein de diapositives, j'ai juste fait des copies d'écran d'un site qui s'appelle Géoportail et sur lequel on a un petit encart en bas à gauche du site qui s'appelle Remonter le temps. Et en fait, vous avez accès à des photos aériennes. Alors, selon les secteurs, c'est pas les mêmes pas de temps, mais là j'ai fait un petit panel de photos de 46 à 2019, août 2019. Et donc c'est juste pour montrer que... Alors on a une vue en plan, on n'a pas des profils tout à l'heure. On a entendu parler de profils en long, de profils en travers. Il faut savoir que globalement, on a un cours d'eau qui s'est incisé dans notre traversée de Die, peut-être moins qu'ailleurs, mais quand même, qui s'est incisé d'environ 1 à 2 mètres depuis le début du XXe siècle. Donc, les photos de milieu du XXe siècle, on a plus de cailloux dans la rivière, quoi. En tout cas, pour le secteur, on voit le pont rompu, la passerelle du pont rompu à gauche. Là, on est à ras de la digue et il y a très peu de végétation. Là, on est en 57 et on voit l'atterrissement à l'amont rive droite du pont rompu qui s'est formé. En 61, on a toujours cet atterrissement qui s'est formé. Alors là, on a des contrastes qui sont assez intéressants parce qu'on voit bien qu'en termes d'occupation du sol, on a toujours cette voie ferrée qui passe, mais entre la voie ferrée et le système d'endiguement, on n'a pas de maison. Donc là, il y a des enjeux nouveaux qui se sont installés depuis, et donc ça amène à regarder la rivière autrement et son aménagement de manière différente. Voilà, 70. Et là, on a un atterrissement qui est rive gauche et qui n'existe pas aujourd'hui. Donc en fait, c'est quelque chose qui bouge au gré de la charge solide, de la nature de la crue, de l'épisode pluvieux qui a généré cette crue, de la morphologie du lit. Dans Die, on a quelque chose qui finalement a gardé toujours le même, en plan, on a toujours le même dessin, mais dans ce lit, on a quelque chose de très vivant, et d'une crue à l'autre, on a des choses qui ne se ressemblent pas forcément, et d'autres qui se ressemblent. La plage, l'atterrissement amont, pont rompu rive droite, on le retrouve régulièrement. Là, c'est très marqué. Par contre, l'atterrissement qui est en amont rive gauche, lui, il était donc rive gauche. Aujourd'hui, il est rive droite. 91, 2001, on ne voit pas bien, mais c'est difficile de zoomer sur ce type d'archives. Mais je vous invite quand même à regarder ça si ça vous intéresse, parce que sur d'autres secteurs, c'est aussi intéressant. 2006, on est après la crue de 2003. Donc là, on a eu aussi le travail de la crue, avec un décapage. Je vous parlais tout à l'heure de la zone de digue à l'aval
de la vallée, c'est très parlant. C'est-à-dire que le fond du lit est complètement blanc. On n'a que du caillou. Tout le végétal a été décapé. Et c'est quelque chose qui peut être accentué par des aménagements, effectivement, mais en attendant, c'est quelque chose qui est naturel, quoi. Et ensuite, on va retrouver du saule, du peuplier, des espèces pionnières qui vont venir recoloniser ces tas de cailloux, qui vont freiner les écoulements, qui vont favoriser les dépôts du fait du ralentissement des vitesses. Il y a un sol qui va pouvoir se constituer, et d'autres espèces végétales qui vont pouvoir s'installer. Et là, on va avoir quelque chose qui se diversifie jusqu'à la prochaine crue. Et ça, c'est propre au cours d'eau, en fait. D'être dans quelque chose qui est dans une sorte d'équilibre, mais dynamique, remanié très souvent, et avec des espèces qui sont adaptées à ces milieux qui sont très changeants. Voilà, alors pour avancer un petit peu, 2013. La végétalisation qui pousse, la végétation qui pousse. Voilà, là c'est en train de se végétaliser. Ouais. Il n'y a pas eu de crue marquante depuis 2003. 2017, ça c'est une photo qu'on a faite en fait dans le cadre d'une campagne pour avoir des choses très précises, mais là les contrastes on ne voit pas très bien. Mais bon, c'était pour marquer ce que vous avez dit, la végétalisation de cet atterrissement qui s'accentue. Et puis ça c'est Google Earth en fait, finalement la photo aérienne la plus récente, en tout cas l'image aérienne la plus récente, c'est là qu'on la trouve. Et donc là on a une grosse végétalisation du lit, quoi. Donc l'idée, par rapport aux enjeux qui sont en berge, c'est de faire un peu ce qu'aurait fait une crue puissante comme celle de 2003, en venant broyer les végétaux, en décompactant les sédiments, pour leur permettre d'être repris en charge lors d'une crue qu'on espère cet hiver, et de regarnir des zones à l'aval de digues qui sont déficitaires en sédiments et qui du coup sont très pauvres en termes de vie. Donc c'est finalement aider le cours d'eau à faire déplacer son matelas sédimentaire, sachant que de toute façon, ici, vu la configuration du cours d'eau, on est sur un espace où on aura du dépôt. Donc en fait, cette plage-là ne va pas disparaître. Si le caillou est pris en charge, les cailloux de l'amont vont venir regarnir cette partie-là. Et ça, c'est des travaux qui avaient été faits par le passé dans le cadre d'un contrat de rivière aussi. On va le faire, j'ai l'impression que vous faites la démonstration qu'on pourrait laisser la rivière faire son travail au fil des années, parce que on voit que ça bouge à côté de l'autre, ça s'enroche, ça s'en va avec les crues. Alors, c'est ce qu'on fait dans des secteurs, par exemple, je parlais de l'aval dans les ranières, c'est des secteurs où on ne va pas intervenir, où on va laisser les choses se faire, parce qu'en fait, du bois dans la rivière, c'est très bien. Ça diversifie les écoulements, ça diversifie les vitesses, donc ça diversifie les habitats, et donc ça diversifie les espèces. Et plus on a cette diversité dans un cours d'eau, plus le cours d'eau se porte bien et est capable de s'auto-épurer, pour faire court. Et en fait, le truc, c'est que nous, on est venu s'installer près des cours d'eau. On est venu faire un pont, on est venu faire des digues, on est venu modifier tous ces écoulements. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve obligé de gérer ce risque vis-à-vis des ouvrages, en permettant le passage d'une crue avec le moins de perturbations possible. Et dans ce contexte, on a aussi cette dimension qui est sortie de l'étude géomorphologique, qui dit aussi, là, attention, à l'aval, on a des zones complètement incisées, on a besoin de faire transiter ce matelas sédimentaire, et on n'a plus assez de crues qu'on appelle morphogènes, c'est-à-dire qui sont capables de changer la forme du cours d'eau, donc on va l'aider un petit peu, quoi. Donc effectivement, comme ce qui a été dit tout à l'heure, ça a un impact, et c'est ce qui a été vécu au printemps, c'est-à-dire quand on arrive avec un bulle et avec une pelle mécanique pour broyer la végétation et scarifier l'atterrissement, c'est quelque chose d'assez brutal. Cependant, la crue d'après qui vient remobiliser tout ça, et puis les espèces de graines qui sont déjà dans le sol, je parlais des saules et des peupliers qui sont vraiment des espèces pionnières de ces milieux-là, on se retrouve avec quelque chose qui se reconstitue relativement rapidement. En tout cas, ce qu'on a fait dans la réserve des ranières a très bien fonctionné. On a pris en compte le castor, on a pris en compte la renouée du Japon, et donc il y a eu ces inventaires-là qui ont été faits avant.
Voilà, mais votre question est légitime. Mais dans la plupart des cas, on va essayer de ne pas intervenir, en fait. Par rapport à... On n'entend pas, hein. Peut-être passer le micro, on n'entend rien. Sur la Roche-Mère. Ben, les ouvrages qui sont menacés, ça va être tout ce qui est pont, prise. Alors là, spécifiquement, on va juste se concentrer sur ce secteur-là. On a des maisons qui sont en retrait d'une digue. Et on a le pont de la Griotte avec son radier qui a été repris. On a des gabions qui ont été mis sur la rive droite, la rive gauche. Les gabions, c'est des sortes de grillages qui tiennent les cailloux, des éléments structurants de berge. Donc on a aussi des accélérations à cet endroit-là. On n'a pas de zone de débordement possible. Donc on a une accélération de vitesse. Et donc, si on laisse la végétation s'installer à cet endroit-là, la rivière, elle va pousser de toute façon à un moment donné, quoi. Donc c'est essentiellement la digue rive droite, avec les maisons en retrait, la voie ferrée, etc., etc. Après, qui peut dire que ça va lâcher à tel moment ou à tel moment? Là, c'est aussi prendre les devants sur l'aspect risque. Hein. Je parle bien de l'aspect risque. Après, il y a l'aspect remobilisation de cailloux pour les secteurs à la vallée. Sur l'aspect risque, sur l'aspect risque, c'est là où il va y avoir un gros travail. Tout à l'heure, quand on a parlé de GEMAPI, c'est-à-dire qu'on aura besoin de constater dans quel état sont nos digues, dans quel état sont les berges, justement pour pouvoir anticiper et savoir où c'est qu'il y a un travail de nécessaire, parce que les choses sont liées sur toute la continuité de la Drôme, au niveau des risques des inondations. Je crois qu'il y avait un monsieur qui voulait poser une question, mais on va lui donner un micro. Avec le micro, non, on ne vous entend pas. Je pense qu'il y a eu un enregistrement qui a été fait il y a quelques années au milieu de l'eau, en épi. Je pense que ça a une influence importante sur ce qui s'est passé maintenant, sur le charbon d'un côté qui s'est emporté. Ça emporté pas. Je trouve ça vraiment drôle, quoi. Vous oubliez ou vous l'avez pas vu? Ça a été fait pour les canots et kayaks en épi il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. Non, si vous voulez, je pense que la mémoire, on l'a tous. Après, aujourd'hui, quand on est élu, on doit bien évidemment assumer ce qui s'est passé avant. Et je pense que les élus d'avant, ou les élus Pousseau, mais même les élus qui vont voir, bien évidemment, il y a des choses qu'on aurait peut-être pu se passer de faire. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas de faire un constat systématique de dire on aurait dû. Si vous voulez, pour aller dans vos propos, entre Grane et Alex, il y a une époque où on a fait des digues. On a fait des digues parce qu'on voulait protéger des terres agricoles, etc., et un bassin qui permettait de nourrir la population. Ces digues que l'on a fait aujourd'hui, et c'est facile pour nous élus d'aujourd'hui de dire mais on n'aurait pas dû les faire. Sauf qu'il y a eu une vie, il y a eu une voie ferrée, il y a eu des choses qui se sont installées. Donc après, ce qu'il faut essayer d'anticiper, c'est ce qui existe, ce qui a été fait, l'héritage que l'on a, effectivement. Et là où vous avez raison, monsieur, et votre intervention est tout à fait légitime, c'est de se dire que si on a fait des choses qui n'étaient pas efficaces pour la rivière, il faut que ça nous serve de leçon et qu'on ne recommence pas. Voilà. Là, votre intervention, je la prends dans ce sens-là parce qu'elle est tout à fait intéressante, parce qu'effectivement, sur tout le long de la Drôme et des affluents de notre rivière, on a fait des bêtises. Aujourd'hui, on doit gérer ce patrimoine, et peut-être que, je dis ça, mais c'est facile, mais je le pense vraiment sincèrement, monsieur, dans 50 ans,
les élus qui viendront vont dire, mais le président de l'USMRD et puis les 2-3 élus des communes, qu'est-ce qu'ils ont fait comme bêtises? On fait avec les éléments du moment, mais on essaye de plus en plus d'anticiper. Monsieur, madame? Madame, pardon, excusez-moi. Pardon, du coup, je me permets de poser une question. J'espère qu'elle n'est pas trop maladroite, mais en fait, j'ai l'impression que dans la discussion, là, c'était très intéressant, la présentation, l'aspect technique, mais je pense que le manque qu'on a, nous, en tant qu'habitants, pour bien comprendre, c'est justement une vue un peu plus systémique et globale de l'ensemble des enjeux. Et du coup, là, du point de vue du spectateur, du public, enfin en tout cas du mien, peut-être que je ne suis pas la seule, on a une impression justement d'actions qui ne sont pas forcément intégrées à une vision globale, même si peut-être que ça l'est, mais simplement dans les informations que vous nous avez transmises là, on ne voit pas très bien comment du coup ça va modifier, par exemple dans le cas de la Méros, le niveau d'eau qui descend ou le volume. Qu'est-ce que ça va faire pour les canaux qui alimentent les jardins, qui eux aussi hébergent de la biodiversité, des crapauds et plein de bestioles. Donc en fait la question qu'on se pose nous en tant qu'habitants, c'est pas disons sur l'aspect technique où on vous fait confiance, sur l'aspect chantier, mais c'est plutôt de comprendre sur le système global de la rivière. Est-ce que le fait qu'il y ait encore des gravières, ça ne fait pas descendre de toute façon les piles des ponts? Enfin je veux dire voilà, c'est de comprendre plus largement et à une échelle peut-être un peu plus reculée, qu'est-ce qui se joue dans ces aménagements. Est-ce que c'est du pansement qu'on met juste à un endroit, ou est-ce que globalement, sur l'hydraulique, sur les cailloux, sur tout ça, ça a été réfléchi en amont, en aval et ailleurs? Voilà, je ne sais pas si c'était pertinent, mais voilà. Très bonne question, madame. Très bonne question. C'est une très bonne question et je vous remercie d'avoir posé. Et comme je suis le seul ici qui n'est pas de la vallée, c'est moi qui vais y répondre. Voilà, les rivières, en fait, si vous avez eu un petit zoom sur 50 ans, mais si vous revenez encore plus en arrière, pendant 200 ans, on s'est appliqué à faire de l'agriculture, à élever des animaux et on a appelé toutes les montagnes qu'il y avait par là autour. Ça a déclenché énormément de cailloux qui ont dévalé dans les rivières. C'est là qu'ils ont dû faire après des canaux, parce qu'il n'y avait plus de forêt, il n'y avait plus d'ombre. Ils ont fait des canaux pour arriver à irriguer, etc. etc. Et depuis 400 ans, 500 ans, l'homme a une pression sur votre vallée. Et puis, cette pression fait que la rivière, même si elle est jolie, même si elle est belle, votre Drôme, elle est quand même impactée par l'homme. Alors, à tout niveau, quand vous coupez un arbre sur une crête, ça peut être des cailloux qui dévalent. Quand vous plantez du Douglas, c'est qui aime pas les Douglas, ou du pin noir, ça empêche les cailloux de tomber. Alors, maintenant, vous avez une Drôme qui, depuis 100 ans, est en déficit alluvionnaire. Ça veut dire qu'elle a de moins en moins de cailloux qui arrivent, elle en chasse plus qu'elle en reçoit. Donc du coup, s'il y en a en bas, il n'y en a plus en haut. Il y a des endroits où il y en a trop, il y a des endroits où il n'y en a pas assez, donc c'est un peu ce qui est essayé d'être régulé ici. Après, si vous continuez de zoomer, il y a des endroits où ça déborde chez les gens, et des endroits où on peut laisser la rivière déborder. Mais votre rivière, elle ne déborde quasiment plus maintenant. Il n'y a plus d'endroit. Qui est d'accord d'avoir la rivière qui déborde dans son jardin? Donc il n'y a plus d'endroit où elle déborde. Et vous allez comme ça donner en héritage à vos enfants, non plus une rivière, mais un tuyau. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas tous ensemble volontaires pour donner à vos enfants un héritage durable, vous aurez une rivière qui va se dégrader de plus en plus. C'est le cas partout en France, c'est le cas partout en Europe. On a même des pays comme l'Espagne qui ont tué leurs rivières. Il faut faire très attention à ça. Et ça, c'est vrai que vous pouvez vous mobiliser avec vos élus sur des projets de plus en plus ambitieux. Ils essayent de défendre le patrimoine des enfants, mais des fois c'est difficile d'obtenir des subventions, des fois c'est difficile d'obtenir de la place pour les rivières. Quand on va sur le terrain, personne ne veut lâcher 10 mètres à la rivière. Au contraire, tout le monde veut un enrochement au bout de son jardin pour pas que la rivière grignote un peu d'herbe. Donc il va falloir peut-être changer de choses. Accepter pour les riverains qui sont au bord de la rivière de ne plus demander de la défense, mais aussi du laisser-vivre pour les cours d'eau. C'est très important parce que si on n'a pas de place pour les rivières, elles finiront toutes bétonnées sur les bords et avec un fond qui ira jusqu'à la roche-mère. Quand les rivières sont bétonnées sur les berges et que tous les cailloux sont partis, la rivière ne respire plus. Parce qu'une rivière, ça respire avec des cailloux. Si elle ne peut pas infiltrer de l'eau, on appelle ça la zone hyporéique, c'est plein de bestioles, c'est des filtres traçables, elle ne s'épure plus. Donc si vous avez une pollution à la source, vous l'avez à l'exutoire. Et tout ça, ça transite en plein soleil, et c'est la mort de vos cours d'eau.
Donc très attention, toujours garder ça en vue et donner de la place à vos rivières. Après, à l'échelle du Petit Mans, c'est un contexte local. Là, il y a un peu trop de cailloux, il y a eu des habitations, on libère un peu les cailloux, mais c'est vu dans des schémas globaux, y compris pour les transports solides, y compris pour les réserves en eau, y compris ce que vous avez peut-être entendu parler du débit réservé pour la rivière et du débit autorisé pour les canaux. Tout ça, c'est nouveau. On est passé d'une grande liberté à de grandes restrictions. C'est peut-être pas toujours très cohérent. C'est vrai qu'il y a des fois des canaux qui sont plus intéressants écologiquement que la rivière qui a été dégradée. On a des cas de figure complètement inversés. Moi, j'en ai vu assez souvent. Donc, tout ça, c'est pas toujours cohérent d'un point de vue local, mais de point de vue global, on essaye de faire des choses. Mais de la vraie volonté politique pour un héritage à nos enfants, ça veut dire laisser de la place au cours d'eau. Donc là, c'est une autre démarche. Et cette démarche, elle se fait que si on accentue ce genre de réunion qu'on a ce soir. Je vais faire très rapide parce que je ne voudrais pas que la réunion se termine trop tard, mais c'est important. On s'est aperçu que sur notre territoire, les élus qui aiment la rivière et qui travaillent beaucoup avec les syndicats, avec nos partenaires, on s'est aperçu que souvent, notre travail a été les seuls à le connaître. Donc on a essayé de développer par rapport avec la commission locale de l'eau, il y a le projet SPA, et je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse des efforts de communication pour qu'on puisse échanger avec vous et vous expliquer ce que l'on fait, ce que l'on pense bon de faire, et que bien évidemment vous ayez des retours en vous disant ben, ça, ce que vous faites là, c'est peut-être pas ce que l'on aurait souhaité, etc. Mais il faut qu'on ait des échanges, parce que moi je partage cette façon de voir que ce qu'a dit monsieur est très juste. C'est ensemble qu'on réussira à grignoter ce qui n'a pas été peut-être bien fait par le passé, mais qui était utile. Parce qu'il y a eu des gravières dans la Drôme. On a pris du gravier. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que ça a été une bêtise monstre. Il faut rappeler le contexte qu'il y a eu malheureusement... je vais très vite, il y a eu malheureusement, voilà, la guerre qui a fait qu'on a dû reconstruire, on a pris du gravier. Donc il faut que ça nous serve de leçon, voilà, pour essayer de ne pas recommencer ces mêmes erreurs, mais surtout de travailler ensemble. Voilà, c'est ce que je voulais vous passer comme message, c'est de travailler ensemble. Excusez-moi. Bonsoir. J'imagine que la partie du champ qui a été emportée lors d'une dernière crue, pas très très loin du pont rompu, fait partie de votre cahier des charges. Et je voudrais savoir comment vous allez le traiter. Moi, Olivier, je viens de te répondre à cette question. Gilbert, est-ce que tu vas aller sur site? Oui, petite balade du soir. Donc, je vous invite vraiment là, on va répondre à Daniela sur cette dernière question, et puis je pense qu'il serait intéressant d'aller sur site pour vraiment être sur place, et du coup vous pouvez continuer à poser vos questions. Je pense que c'est bien. Ça c'est Gilbert, il ne peut pas s'empêcher. Les enjeux sont rive droite, si j'ai bien compris, c'est ce que j'ai entendu, et vous allez couper des arbres à rive droite. Je ne comprends pas trop, il faut expliquer. Vous allez donc remettre de l'eau à droite, là où il y a des enjeux. Alors non, les enjeux, ils sont pas que à droite. Par contre, en termes de responsabilité, l'enjeu digue et maison, on est directement concerné. Après, donc c'est en lien aussi avec la question de madame, on ne va pas remettre, nous, l'eau à droite. L'eau, elle ira où elle aura envie d'aller. Là, on est en intérieur de courbe. On va être sur une zone d'écoulement qui sont plutôt ralentis, donc une zone de dépôt. Donc la plage, elle va se reformer. Par contre, si la végétation, qui est aujourd'hui une végétation pionnière, qui est en train de se transformer en végétation qui est beaucoup plus importante, dense, et qui va fermer la section du lit, on va avoir une augmentation des phénomènes du type de l'érosion du champ que vous évoquez. Et donc, réouvrir la section, c'est aussi limiter les phénomènes érosifs sur l'extérieur de la courbe au niveau du champ. Après,
la rivière fera ce qu'elle voudra. Et c'est pour ça que je voulais montrer ces photos, parce qu'on voit bien que une année on a un atterrissement à droite, une année on a un atterrissement à gauche. Et cet atterrissement-là, il est constant sur ces photos, il est toujours là. Donc on va le retrouver, et l'eau passera à gauche. Après, il se trouve que le champ, c'est un point faible, et qu'après, on a le point dur, on a la roche qui est là. Et je pense que la végétalisation de cet atterrissement est pour partie responsable, mais je ne dirais pas plus loin, parce qu'en fait, c'est très complexe en termes de fonctionnement. Il a été évoqué les épis qui ont été mis en place pour le canoë kayak, qui ont peut-être un rôle à jouer là-dedans, mais je ne serais pas aussi affirmatif que vous sur la cause de l'érosion du champ. Il n'empêche que permettre une section plus importante sur ce secteur-là ne peut aller que dans le bon sens du point de vue de l'érosion gauche. On peut en reparler sur le terrain si vous voulez. Tout le monde est d'accord? Donc, moi je voulais vous remercier, messieurs, parce que vous êtes passionnés et passionnants. En aparté avec Olivier, on disait que des petites conférences sur l'eau régulièrement, ça nous ferait du bien. Et du coup, avec un vrai partage, pour le coup, peut-être moins sur la forme, voilà, parce que là, c'est vraiment une réunion d'information, hein, c'est pas une réunion participative dans le sens où on travaille ensemble sur un projet, c'est vraiment de l'information par rapport au travail du SMRD. Donc, vraiment, j'ai envie de continuer à travailler avec vous parce que je pense que la rivière est entre bonnes mains, quand je vois comme vous êtes passionnés. J'ai une information à faire passer qui est que le 3 octobre, on a décidé de faire un nettoyage de berges de rivière et que le SMRD participera au niveau de la biodiversité pour nous informer et pour partager avec nous ce moment. Donc je vous invite vraiment à être là à ce moment-là et j'espère vraiment qu'on aura d'autres réunions comme ça. Je vous remercie tous d'être venus. Fabrice, donc, tu veux bien te lever, Fabrice? Pour ceux qui veulent aller sur la passerelle numéro, c'est avec Fabrice. Et pour le pont rompu, c'est avec Olivier. Merci beaucoup à tous et à tout bientôt. Merci. Bonsoir Monsieur Crozier, je rappelle, hein, vous êtes le président donc, de la CLE, la commission locale de l'eau. Alors ce soir, vous avez fait donc en tant que président du syndicat mixte de la rivière Drôme, vous êtes venu donc nous présenter les travaux sur les berges de la rivière Drôme ainsi que sur le seuil donc de la confluence du Méros sur la Drôme. Voilà. Alors comment s'est passée cette soirée? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en quelques mots, votre sentiment? Vous repartez comment? Ben, comme vous pouvez voir, j'ai le sourire, donc je repars avec le sourire. C'est toujours un exercice qui est intéressant que de venir discuter, présenter un sujet où on sait que les personnes sont passionnées par leur belle rivière et par leur territoire. Voilà. Donc il y a eu peut-être au démarrage des travaux qui sont bien sûr en légalité avec ce que l'on nous demande, avec la loi, avec la législation. Il y avait eu certainement un manque de communication. Donc je dirais que ce soir, il était important qu'on répare cette erreur de manque de communication pour que l'on puisse expliquer de façon simple ce que l'on avait fait, ce que l'on allait faire et pourquoi on était en train de le faire. Donc à cette réunion, il y avait plein de monde, donc déjà c'est intéressant. Ouais. Après, je pourrais dire avec un peu d'humour que c'est vrai que pour un président, il arrive, il n'y a personne, il se tape dans les mains, il dit bon c'est confortable, mais vous avez compris que ce n'est pas le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est de communiquer, de discuter et surtout de prendre la température des citoyens par rapport à ce que l'on fait. Ouais. Et mon contentement est qu'après avoir expliqué, je m'aperçois que les personnes qui étaient présentes comprennent pourquoi et elles ont posé leurs questions. On a répondu par rapport à leurs inquiétudes. Donc voilà, je suis plutôt assez, satisfait et content des échanges que l'on a eus. Pas satisfait de la présentation que l'on a faite. Ça, c'est notre job de le faire. Oui, mais satisfait des échanges. D'accord. Non, mais bon, pour avoir été spectateur, vous n'avez pas manqué les uns et les autres de nous informer. Et à ce titre, justement, en tant que président du syndicat mixte de la rivière Drôme, sachez que donc notre association Coucou Service diffusera la totalité, sans coupure,
de l'intervention et puis chacun pourra justement se faire une idée. Je trouvais en tout cas intéressant que d'abord la quantité de monde, ça c'est vrai que c'est très intéressant, ça devait être sans doute impressionnant mais en même temps intéressant parce que impressionnant dans le sens où on se dit qu'est-ce que les gens sont venus faire. Mais très discipliné en même temps, dans un exercice démocratique. Vous présentez, il y a eu un peu question-réponse. Je pense que le temps question-réponse, il devrait un peu s'augmenter parce que, bon, mais la visite sur le terrain, j'espère, va pouvoir permettre de répondre à certaines questions avec les techniciens, les élus. Voilà. Bon, et puis on reviendra. Mais alors là, alors l'invitation est prise et je veillerai à chaque fois à être présent pour vous écouter et relater. Je ne dis pas que je partage tout le discours qui est le vôtre. Hein. Après, moi, j'ai mon propre. Pas autant, hein. Voilà, non, mais par contre, je me propose de relayer, voilà, dans les réseaux qui sont les nôtres, aussi modestes soient-ils, pour que votre parole, celle des techniciens, des élus, puisse justement se faire. Et puis nous, on vous invitera par contre, quand on aura un peu de la matière citoyenne, aussi à nous écouter. Mais je crois qu'on a eu plaisir à se rencontrer. Oui, tout à fait, dans le cadre du programme SPAR. Voilà, vous savez que voilà, je suis joueur et que j'aime bien, mais je le dis avec beaucoup de retenue. Moi, je suis passionné du fait de venir expliquer de ce que l'on fait. On sait très bien que quand on a une salle avec une cinquantaine de personnes, on ne peut pas tous être d'accord, ça c'est clair. Mais le fait déjà d'écouter, de partager, et puis surtout, quand on repart et qu'on a écouté, il ne faut pas qu'on se dise, bon ben c'est bien, on s'est parlé, il faut qu'on retienne aussi certaines choses qui ont été dites. Alors justement, parce que là vous étiez en train de me tendre le bâton de parole, alors qu'est-ce que justement vous repartez là chez vous et avec quelle information de plus qui vous invite à regarder le projet différemment? Eh ben, de regarder le projet différemment, d'abord, je vous l'ai dit dans le début de mes propos, c'est qu'une erreur de communication dès le départ, donc ça à ne pas refaire. Et puis, ce qui est surtout important, c'est que de s'attacher du fait que le citoyen il est vigilant et que ça, c'est pas que ça nous oblige, mais ça doit nous faire réfléchir sur le fait que nous aussi, il faut qu'on soit vigilant à pas faire n'importe quoi. D'accord. Voilà, et c'est de façon très brutale que je le dis. Bon. Voilà, alors je ne veux pas dire, attention, je ne veux pas dire que les élus font n'importe quoi. Mais comme on ne détient pas les vérités, et comme avec la casquette de président de la CMRD, on ne m'a pas donné de baguette magique, c'était dans ce sens-là que je le disais, avec bien évidemment un peu d'humour. Oui, très bien, parfait. Eh bien écoutez, en tout cas, je vous remercie, je vous souhaite un bon retour dans le bas de la vallée, hein, et puis nous on va veiller ici en Pays des Bois à faire ce qu'il faut pour que en bas tout le monde soit bien et que nous aussi on puisse vivre correctement. Je retourne dans le pays endigué. Voilà. Allez, merci à vous, à très bientôt, au revoir. Merci. Bon, alors voilà, tout est fait dans le moment. Alors là, eh bien donc, je viens de quitter donc le président du syndicat mixte de la Rivière-Drôme et donc je vais rejoindre un groupe qui est ici. Je vais faire une petite modification. Voilà. Donc le groupe qui est sur les berges. En train de discuter avec un technicien là justement. Alors il y a peut-être beaucoup de bruit, ce qui va pas être évident. Voilà. Donc on est au pied de la passerelle du pont rompu et donc on a le technicien qui présente et puis voilà on a le cours d'eau. Et donc c'est toute cette zone-là qui est boisée, qui devrait être donc défrichée. Et ensuite, comme expliqué, ils passeront avec des engins à un bulle pour pouvoir décompacter l'ensemble des lits, là, que l'on voit bien. Voilà, des lits graviers. Voilà. Que tout ça puisse être réensemencé un peu plus bas, donc la rivière. Voilà. De toute façon, des graines, il y en a des millions. Il y en a partout, des graines de peuplier noir là. Il y a malheureusement aussi des graines d'ambroisie. Donc monsieur Lyotard, si vous faites les travaux, parce que l'ambroisie, c'est ça. C'est une plante qui ne pose aucun problème écologique, mais des problèmes de santé. Voilà. Les problèmes sont extrêmement allergisants. On s'en fout complètement au niveau écologique, absolument, à ce jour en tout cas, l'écologie fait l'impact. Donc c'est une horreur en termes sanitaires.
Donc il convient, quand on va faire des travaux, vous le savez, j'imagine, de nettoyer, désinfecter évidemment tous les engins qui vont venir, parce que c'est malheureusement des travaux au bord de route, les travaux publics et la SNCF, beaucoup qui ont amené partout en France des espèces intéressantes. Donc, nous avons plusieurs exemples ici, avec le but des gars, ça c'est Merci Gamme Vert, généré contre Gamme Vert, c'est un exemple. C'est l'acacia, merci Jean Robin, jardinier du roi, qui a importé en Europe le robinier Fosacacia belgique, qui est une espèce invasive. Bon, copieux à l'affaire. Hein. Bon, alors, c'est pas tout, mais qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon, alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ah, mais oui, mais c'est simple. Il suffit de cliquer, d'aimer la vie, de diffuser sur vos réseaux, et puis de faire coucou à votre tour. Ouais, mais j'ai cette